invités. Bonjour Anna-Maria Raymond, bonjour Jacques Véron. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir pour cette émission sur un sujet que vous connaissez bien. On parlera population ensemble aussi. Anna-Maria Raymond, vous êtes directrice de recherche à l'IGN, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et avec vous, nous allons parler de l'apport des sciences citoyennes ou participatives dans le suivi de l'environnement. Vous travaillez depuis plusieurs années, vous, sur les données géographiques issues des sciences citoyennes. À l'IGN, de plus en plus souvent, Oui, tout à fait. vous faites participer les citoyens? Oui, en petite mesure. Donc en fait, les sciences citoyennes, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Les premières initiatives datent des années 70. Mais à l'IGN, on s'y intéresse depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années maintenant, à l'apport des citoyens et pour améliorer et pour rendre nos données de meilleure qualité, les données de l'IGN. Oui, parce que vous, effectivement, vous avez un gros travail sur le terrain quand même, on en reparlera tout à l'heure, donc il vous faut des sentinelles un petit peu partout. Tout à fait. Jacques Véron, vous êtes démographe, directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Vous êtes spécialiste des relations entre population et environnement. Bon, vous avez écrit plusieurs livres, dont celui qui a été édité juste l'année dernière, je crois, qui s'intitule « Faut-il avoir peur de la population mondiale ?» avec un point d'interrogation. On va en parler dans cette émission, c'est un livre passionnant. Juste une première question, notre population mondiale, là, elle augmente très très vite, on en est où? On approche de 8 milliards d'habitants. Donc Ouais. effectivement, elle a pas mal augmenté. On approche de 8 milliards, et puis les décennies là, qui vont arriver, on parle de combien en 2050? Disons le plafonnement, ce serait autour de 11 milliards dans les scénarios intermédiaires actuels. 11 milliards quand? En 2100. En 2100. Et vous avez dit le mot plafonnement. Oui, parce qu'on voit la courbe quand même, une asymptote apparaître, alors que jusque-là, c'est pas le cas, mais bon, il peut y avoir une évolution plus rapide s'il y a une baisse de la fécondité plus forte que celle qui est anticipée actuellement. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Oui, pas mal. D'accord. Bon, on va en parler de tout ça dans le détail. On va revenir sur vos recherches respectives, mais d'abord, je vous propose d'aller rencontrer notre premier invité en duplex. Il est actuellement à Orléans, au centre de recherche du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Bonjour François Gemène. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chercheur en sciences politiques, rattaché à l'Université de Liège et enseignant à Sciences Po, et vous êtes aussi membre du GIEC et l'auteur de l'Atlas de l'Anthropocène. Alors, Tout à fait. on a le plaisir de vous retrouver depuis le centre du BRGM où vous intervenez dans le cadre des portes ouvertes à l'occasion de la fête de la science, mais je précise une chose quand même. Exactement, on a eu une conférence sur l'Anthropocène Ouais. il y a quelques instants au BRGM. Ah bon, vous avez pu bien réfléchir au thème. Alors, je précise quand même que vous n'y travaillez pas quand même au BRGM. Non, Voilà. moi je ne travaille pas au BRGM, je suis invité là-bas aujourd'hui. Bien sûr. Alors, Vous voyez les locaux derrière moi avec les cuves impressionnantes qui servent notamment à la dépollution. effectivement, et on va en parler juste après avec un autre invité qui, lui, travaille au BRGM. Alors, dans cette Oui, émission, tout à on va fait. parler de l'Anthropocène et du coup, je voudrais quand même commencer par une question. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition à vous de l'Anthropocène ? Oui, l'Anthropocène, pour le dire simplement, c'est l'âge des humains, c'est-à-dire c'est le moment où nous réalisons l'amplitude de l'empreinte humaine à la surface de la Terre. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru qu'on était en quelque sorte un peu de passage, qu'on était éphémère, et on se rend compte qu'en fait on a transformé la Terre durablement d'une manière qui va bien dépasser le cadre de notre existence. Et l'Anthropocène, c'est cette nouvelle époque géologique, ce moment où on réalise l'importance des transformations que nous avons causées à la Terre. D'accord. Et quels sont les principaux marqueurs de l'Anthropocène ? Alors, bien sûr, le changement climatique, c'est un des principaux marqueurs. Beaucoup de gens s'imaginent encore que si on arrêtait demain toutes nos émissions de gaz à effet de serre, on pourrait revenir assez facilement au climat du passé, alors qu'en réalité, nous avons engagé un changement climatique qui est irréversible. Aujourd'hui, on peut en limiter les conséquences, mais on ne reviendra pas en arrière, il n'y aura pas de retour à la normale.
Un autre marqueur, c'est évidemment l'extinction de la biodiversité. On est en train d'assister, selon beaucoup d'écologues, à une 6e extinction de masse de la biodiversité. Il y a également toute une série d'autres pollutions. En réalité, on essaie de conceptualiser ça sous forme de 9 limites planétaires, qui étaient en quelque sorte 9 indicateurs de pollution, 9 indicateurs de l'empreinte humaine sur la planète. Et on voit bien que ces 9 indicateurs sont autant de marqueurs de l'Anthropocène, qui est vraiment une époque où tout s'accélère. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'humanité a réellement pris conscience à la fois de sa vulnérabilité et aussi de son impact? Pas encore pleinement. Je pense qu'il y a évidemment quelque chose qui s'est produit ces dernières années dans nos sociétés occidentales, où nous avons pris conscience, je dirais, de l'ampleur des changements et des transformations que nous infligions à la planète. Je pense aussi que malheureusement, une série d'événements catastrophiques comme ceux qu'on a connus cet été ont participé de la prise de conscience de notre propre vulnérabilité. Mais le problème, c'est que cette prise de conscience, elle est très inégalement partagée à la surface de la Terre et qu'il y a encore aujourd'hui de très nombreuses populations qui sont pourtant en première ligne, notamment face aux impacts du changement climatique, qui restent mal informées de ces réalités. Et c'est aussi une fracture qui existe dans nos sociétés. On voit énormément de jeunes qui se mobilisent pour le climat. Aujourd'hui, il y avait encore des marches climat dans plusieurs endroits d'Europe, en Belgique notamment, mais on voit qu'une partie des jeunes aussi se sentent insuffisamment informés, se sentent insuffisamment concernés. Et donc j'aurais du mal à dire que c'est l'humanité dans son ensemble qui a pris conscience. Une partie de l'humanité, certainement, mais le travail reste long. D'accord. Alors, on parlait des facteurs, donc du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité. Est-ce qu'on assiste à une accélération de ces phénomènes? Le grand marqueur de l'Anthropocène, c'est précisément cette accélération, qui est presque une accélération subite. Et aujourd'hui, le gros enjeu que nous avons, c'est de savoir comment ralentir, comment freiner. On a l'impression qu'on est sur une sorte de machine qui s'emballe et qui accélère de plus en plus. Je vous donne un simple exemple. La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est responsable du changement climatique, se mesure en parties par million. Pendant tout l'Holocène, qui est l'époque géologique qui a précédé l'Anthropocène, qui a duré environ 12 000 ans, ce taux de concentration est resté assez stable, autour de 280 parties par million. Et puis, à partir de la révolution industrielle, ce taux a commencé à grimper en flèche. Quand je suis né en 1980, il était de 337 parties par million, et aujourd'hui, en 2021, nous approchons 420 parties par million. Et donc, on voit qu'on est véritablement sur une courbe qui fait comme ceci et qui va accélérer subitement à partir de l'entrée dans l'Anthropocène. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'aurais pu donner des exemples similaires en matière de pollution ou de biodiversité. Vraiment, la grande caractéristique de cette époque, c'est l'accélération. Et le grand enjeu politique, c'est de savoir comment ralentir. D'accord. Alors justement, vous parlez de l'enjeu politique. Nous, on pointe souvent du doigt la responsabilité des citoyens et en même temps, on attend beaucoup de choses de la part des gouvernements. Alors, par quel bout il faut prendre le problème? Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas opposer nos choix collectifs à nos actions individuelles. En ce qui concerne le changement climatique, on sait que nos actions individuelles peuvent représenter environ 25% de l'effort à accomplir si vraiment nous vivions tous comme Greta Thunberg. Si on ajoute les investissements qu'on peut faire individuellement, par exemple sur son logement, avec des panneaux solaires, des chaudières, etc., on peut arriver jusqu'à 45% de l'effort. Mais ça, c'est un scénario vraiment très, très optimiste qui demanderait à chacun de nous de faire des choix radicalement différents dans sa vie de tous les jours. Et donc, plus réalistement, on estime que la part individuelle de l'effort à accomplir, elle se monte à peu près à un cinquième ou un quart, 20 ou 25%. Ouais. Ça veut dire que le reste, ça doit être des choix collectifs qui doivent être posés par les gouvernements, évidemment, ou par les entreprises dans le cadre de politiques industrielles. C'est pour ça qu'une action très efficace contre le changement climatique, c'est l'action politique. Ce sont les mobilisations comme celle des jeunes dans les rues, parce que c'est celles-là qui vont déterminer nos choix collectifs. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qui risque de créer une très grande désillusion, c'est si jamais nos choix individuels ne sont pas suivis de choix collectifs. Et ça risque de décourager les gens, de les démotiver s'ils ont l'impression que tout ce qu'ils entreprennent
chez eux, dans leur vie de tous les jours, pour réduire leur empreinte carbone, s'ils ont l'impression que ça ne se traduit pas aussi par des décisions fortes de la part des gouvernements et des entreprises. Et donc, il y a une très forte responsabilité des gouvernements et des entreprises. Sans ces choix collectifs, nous n'y arriverons pas. D'accord. Et alors, qui seront les premiers impactés par les marqueurs de l'Anthropocène, comme le réchauffement climatique, par exemple? Globalement, partout dans le monde, ce seront les populations les plus vulnérables qui seront touchées les premières et les plus durement. Les plus vulnérables, ça veut dire les plus pauvres, mais aussi les moins instruites, les moins connectées, celles avec les réseaux les moins importants, celles dont les capacités de mobilité sont réduites, c'est aussi les plus âgés, les malades, et on voit que ces populations vont être plus durement touchées. C'est vrai à l'échelle internationale, où les populations qui habitent dans des pays pauvres et moins connectés seront plus touchées que les autres. C'est vrai aussi à l'échelle d'un pays, où les populations les plus vulnérables seront plus durement touchées. Par exemple, si on regarde les inondations qui ont eu lieu à New York la semaine dernière, on a vu que la majorité des personnes décédées, eh bien, elles étaient mortes dans leur appartement et que leur appartement était un appartement situé au sous-sol des immeubles qui ont été inondés beaucoup plus rapidement. Et ce sont évidemment les appartements qui sont les moins chers et qui sont donc uniquement accessibles aux populations moins favorisées. D'accord. Alors le changement climatique va aussi provoquer des mouvements de population, en tout cas des flux migratoires. Quelles seront les Bien sûr, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ouais. Alors quelles seront les conséquences de ces migrations liées au climat, au changement du climatique? Aujourd'hui déjà, les impacts du changement climatique sont devenus un des premiers facteurs de migration et de déplacement de population dans le monde. Si je regarde les chiffres de l'année dernière, en 2020 par exemple, environ 30 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes liées à des facteurs climatiques, c'est-à-dire qu'on parle ici d'inondations, de sécheresse, d'ouragans ou d'incendies. 30 millions de personnes, c'est environ 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées par des guerres ou par des violences au cours de l'année 2020. Et donc on voit bien l'importance aujourd'hui de ces déplacements. Et à ce chiffre de ceux et de celles qui sont déplacés par des catastrophes brutales, il faut ajouter aussi tous ceux et toutes celles qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de leur environnement, par exemple la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui des migrations très très importantes liées aux dégradations de l'environnement. Souvent, ce sont des migrations qui sont limitées aux frontières du pays dans lesquelles elles se produisent. En d'autres termes, les gens vont souvent chercher à fuir le dommage environnemental. Ils ne vont pas nécessairement chercher à fuir leur pays, ils vont simplement chercher à se mettre à l'abri. Et ça veut dire aussi que toute la charge de l'accueil et de la gestion de ces migrations repose sur le pays touché, qui est, comme on l'a dit souvent, un des pays parmi les plus pauvres de la planète. D'accord. Comment on devra s'adapter à tous ces changements et que vous avez dit irréversibles? J'ai envie de dire que prendre conscience de notre propre vulnérabilité, c'est sans doute la première étape, la condition nécessaire de l'adaptation. Et pendant très longtemps, on s'est cru complètement invulnérable, ce qui veut dire qu'on ne s'est pas préparé du tout. Et on a vu malheureusement les tragédies que ça a occasionné en Belgique et en Allemagne à l'occasion des inondations. Donc, première chose, prendre conscience de sa vulnérabilité. Et puis, il y aura toute une série d'aménagements à faire en termes d'infrastructures. Aménager, par exemple, le logement, se questionner sur l'endroit où on autorise encore les constructions. Il va falloir aussi remettre beaucoup de végétation, notamment dans les villes, mais également aux abords des villes, de manière à ce que les sols puissent davantage absorber l'excès de précipitations. Et puis, il va y avoir aussi des enjeux en termes de préparation des populations. Il va falloir, quelque part, apprendre à mieux évacuer. On a vu que la question de l'évacuation des populations, par exemple, c'était un sujet qui était tout à fait négligé. Et l'adaptation, ce n'est pas juste un truc pour les pays du Sud, c'est aussi une question vraiment pour les pays industrialisés. Alors bien sûr, ça va prendre divers visages. Dans les pays industrialisés, on va plutôt passer par des solutions d'infrastructure notamment. Dans les pays du Sud, on va plutôt passer par des adaptations des modes de vie. Mais c'est vraiment quelque chose qui va concerner tout le monde parce que ce que nous considérions jadis comme exceptionnel, eh bien, c'est en train de devenir la nouvelle normalité. D'accord. Alors, peut-être avant de se quitter, très rapidement, un petit mot d'espoir. Est-ce que vous avez un petit mot d'espoir à nous donner? Je dirais que si nous voulons pouvoir espérer à nouveau, paradoxalement, il faut abandonner l'espoir de pouvoir revenir au climat du passé.
et il faut intégrer le fait que nous avons engagé un changement qui était réversible. C'est le sens de l'Anthropocène. Nous sommes entrés dans une époque géologique nouvelle. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quelles sont les cartes qui vont nous permettre de naviguer cette époque nouvelle. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a en termes de technologie, il y en a en termes d'adaptation, en termes aussi de sobriété et de résilience. Mais je crois vraiment que ce qui nous permettra de naviguer cette époque nouvelle, l'Anthropocène, c'est de pouvoir déployer notre action au-delà de nos frontières, que ces frontières soient des frontières géographiques ou générationnelles, de prendre conscience que, avant d'être membre d'une génération, avant d'être citoyen ou citoyenne d'un pays, nous faisons partie du vivant et que notre condition première que nous partageons avec l'ensemble du vivant, c'est d'être des terriens et des terriennes. Et je pense que c'est en retrouvant le sens de cette identité première, quelque part en prenant à nouveau conscience de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la totalité du vivant, que nous pourrons nous doter des cartes pour naviguer cette époque nouvelle, l'Anthropocène. Voilà, ça sera mon message d'espoir pour conclure. D'accord, eh bien merci beaucoup François Gemène pour ces mots d'encouragement. Merci pour ces explications aussi sur l'Anthropocène et je vous propose qu'on retrouve Fred en plateau. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Merci François Gemène. Oui. Vous vouliez réagir au propos? Oui, il a attiré l'attention sur la question de l'accélération. C'est vrai qu'avec la population mondiale, on a connu cette phase d'accélération qui maintenant on est plutôt dans la phase de ralentissement. Mais l'accélération a été spectaculaire et a forcément eu un effet sur les relations avec l'environnement. Ouais. Alors, on en vient à votre livre. Faut-il avoir peur de la population mondiale? Pourquoi ce titre? Est-ce que c'est parce que y a cette idée qui circule toujours dans l'opinion publique, peut-être même chez certains décideurs, qu'on est trop nombreux et qu'on est à la cause la principale cause du mal actuel? C'est pour ça. Oui, c'est-à-dire que je voulais remettre les choses un petit peu au clair par rapport à cette question. La première question, c'est est-ce qu'on est trop nombreux? Peut-être qu'on est trop nombreux, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Parce que de toute façon, je pense que je voulais montrer que il faut dépasser cette question et se dire, bon, quels sont les moyens? En gros, il y a deux moyens. Il y a un, de favoriser la décroissance et deux, de transformer complètement les modes de vie et d'aller vers la sobriété dont a parlé François Gemène. Et favoriser la décroissance, ça veut dire du temps, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas se produire de manière immédiate. Donc, il faut avoir pendant une vingtaine d'années des solutions qui passent effectivement par la sobriété, par toutes les questions de résilience. Ouais. Et donc, il n'y a pas une solution quand on dit « sommes-nous trop nombreux ?» C'est comme s'il y avait une solution qui est de dire « bah oui, on est trop nombreux, oui, mais on fait quoi ?» Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça fait rien, je voudrais m'arrêter là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore, il y a débat parce qu'il y a eu, je voudrais qu'on voie une image dans les années que vous présentez d'ailleurs dans vos conférences, l'image de Paris Match. C'était, je crois, en 1992, voilà. Oui. Le monde périra étouffé par les berceaux. Oui, oui. Donc il y a eu un courant comme ça important à partir des années 70. Oui, il y a eu en fait en 68 la publication d'un ouvrage qui s'appelait La bombe population, qui a connu un succès majeur, particulièrement aux États-Unis. À partir de ce moment-là, on a commencé à voir, à imaginer, bon, c'était l'époque où il y avait l'inquiétude nucléaire, de la bombe nucléaire. On a fait le parallèle très rapidement. On va le voir, le dessin, vous nous l'avez envoyé, ça va bien illustrer votre propos. Voilà. C'est ça. Donc, ça, c'était quand? Ça, c'était en 66. Donc, en fait, il faut lire la figure en penchant la tête, hein, parce que c'est en fait le tronc s'élargit au fur et à mesure que la population augmente, et on arrive en haut du champignon, c'est la population de l'année 1966, au moment où l'ouvrage qui cite cette carte, mentionne cette carte, a été publié. Donc il y avait vraiment l'idée de choc majeur. Alors toute la difficulté, c'est de ne pas nier le problème que la population mondiale peut poser, que la croissance de la population mondiale peut poser. Oui.
et en même temps de ne pas mettre tout sur son dos. Donc, quand on dit population, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit activité humaine, et c'est la question de l'Anthropocène, ou est-ce qu'on dit nombre d'individus, strictement? Et je pense pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Mais on va y venir. D'ailleurs, c'est ça. Combien même on aurait peur, il n'y a pas de solution. On ne peut pas demander à toutes les femmes du monde d'arrêter d'avoir un nombre d'enfants limité. Ça n'a jamais marché, ça. Ça a marché ou pas? Non, ça n'a jamais marché. Bon, l'exemple le plus connu, évidemment, c'est la politique de l'enfant unique en Chine, mais qui, en fait, qui a quand même traumatisé les couples. Il faut pas. Mais ça n'a pas eu un effet majeur sur la fécondité. En tout cas, c'est pas la raison de la baisse de la fécondité en Chine. La baisse de la fécondité est largement antérieure à l'adoption de la politique de l'enfant unique. Mais il n'empêche qu'il y a eu, que ça a été difficile à vivre pour les couples, et notamment ça a favorisé le déséquilibre des sexes, puisque les couples voulaient avoir des petits garçons, comme ils ne pouvaient avoir qu'un enfant. Donc, en termes de société, ça a été un événement très important, mais en termes d'évolution de la population chinoise, ça n'a pas eu un effet majeur. D'accord. Et en Inde aussi, que vous connaissez bien. Oui, alors en Inde, c'est vraiment une très longue histoire, parce qu'en Inde, c'est au début des années 1950, de la décennie 1950, que le gouvernement de Nehru a mis en place un programme de planification familiale, avec l'idée que c'était une priorité, que pour le bien-être de la population indienne, il fallait vraiment limiter les naissances. Et les mesures qui ont été adoptées à chaque décennie ont systématiquement été, enfin les objectifs ont été systématiquement réévalués parce qu'on n'atteignait jamais les résultats souhaités. Alors, ce qu'il faut juste rajouter, c'est que en démographie, il y a un élément majeur, c'est ce qu'on appelle l'inertie démographique. On compare souvent l'évolution d'une population à un grand paquebot. On lui fait pas tourner, il tourne pas à 90 degrés de manière immédiate. S'il veut tourner, il faut qu'il ait du temps. Et les populations, même si aujourd'hui la fécondité diminue au niveau juste du remplacement, c'est-à-dire juste ce qui est nécessaire pour que la population se remplace, mais la population mondiale continuerait d'augmenter jusqu'en 2100. Et avoisinerait les 11 milliards. Donc les solutions qu'on avance, si tant est qu'il y ait des solutions, elles sont de toute façon des solutions qui ne peuvent être qu'à moyen long terme. C'est ça, qui auront des effets dans pas mal de temps. Alors, face à ce débat, finalement, puisqu'il y en a qui disent oui, on est trop nombreux, etc. Et tout, vous, en tant que scientifique, en tant que démographe, quelle est votre démarche? Comment avancez-vous dans le problème? C'est de dire, c'est d'essayer de poser les questions et de regarder les marges de manœuvre. De quelle marge de manœuvre dispose-t-on? Un des éléments fondamentaux, c'est que si on veut que la population se stabilise, il faut qu'il y ait un développement suffisant à l'échelle de la planète. Parce qu'on a quand même souvent tendance à être centré sur les pays du Nord et à penser que les pays du Nord représentent le monde, mais il y a quand même toute une partie. Je rappelle quand même que la Chine, c'est 1/6 de la population mondiale. L'Inde, c'est 1/6 de la population mondiale, donc à eux deux, c'est 1/3. Donc ce qui se passe dans ces pays, et d'ailleurs à l'époque de Rajiv Gandhi, lors d'une conférence, il a expliqué que ce qui se passait en Inde, ça avait beaucoup d'influence sur la population mondiale. Parce que quand on parle de la population mondiale, ça a un petit côté un peu théorique et non défini, mais en fait, ce qui se passe en Chine ou en Inde, ça a beaucoup d'incidence sur ce qu'on observe. Et alors, le gros enjeu aujourd'hui, c'est que la fécondité continue de baisser, poursuive sa baisse. Et pour qu'elle poursuive sa baisse, il faut qu'il y ait un développement dans les pays du Sud, un développement suffisant dans les pays du Sud, et c'est que ce développement ne soit pas juste une augmentation de la consommation. C'est là qu'il y a le vrai enjeu. Vous, c'est votre théorie à vous, si on peut. Oui, enfin, c'est peut-être pas une théorie, c'est peut-être pas à moi. Voilà, c'est votre point de vue. Oui, c'est bon. Votre point de vue, c'est de dire qu'on comprenne bien. Alors d'abord, il y a une première chose à dire, c'est que tous les individus n'ont pas, si j'ose dire, le même poids. Oui, ils ne sont pas tous égaux.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on dit 8 milliards d'habitants, on fait l'hypothèse qu'ils ont tous le même effet sur l'environnement, le même impact sur l'environnement. Mais bon, on voit bien que tout le monde ne vit pas de la même manière. Ce qui veut pas dire que les pauvres ne polluent pas. Ils vont polluer avec des formes différentes de pollution. Souvent, ça sera, à mon sens, une pollution moins irréversible, et ça renvoie en fait à les questions du progrès technique. Le progrès technique est souvent avancé comme une solution, mais est aussi au passage créateur de problèmes, en particulier du fait des difficultés de recyclage. Il est extrêmement difficile de recycler beaucoup des produits élaborés, alors que dans un mode de vie rural, un village reculé, on va dégrader, on va polluer les rivières, etc., on va couper les forêts, mais les modes de pollution seront plus intégrés dans la nature et plus pris en compte. D'accord. Donc, vous dites, une des solutions importantes, c'est de rétablir l'équilibre, c'est d'encourager le développement, l'éducation dans les pays les plus pauvres. Oui, et c'est que les couples qui vivent dans les pays les plus pauvres aient une vraie liberté de choix en termes de choix reproductifs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les parties les plus reculées, il n'y a pas de choix. Ou ce sont des rapports de genre, c'est-à-dire homme-femme, qui sont très inégalitaires, donc la femme n'a pas voix au chapitre, ou dans certains cas, elle ne sort pas de chez elle, donc elle n'a personne qui peut la sensibiliser aux questions de contraception, ou comme ça est le cas en Afrique, il y a l'entrée en union est extrêmement précoce, et le modèle prégnant est quand même d'avoir des familles nombreuses. Donc il faut qu'il y ait une liberté de choix des couples et dans des rapports égalitaires hommes-femmes. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Après, dire aux gens, il faut que vous en ayez 1, 2 ou 3, moi, je ne suis pas favorable à ça. Je pense qu'il y a des gens qui n'auront pas d'enfants parce qu'ils n'en veulent pas, pour des raisons écologiques ou autres. Et puis, il y a des gens qui en veulent un peu plus. Plus on se développe, moins on a d'enfants, de façon générale. En moyenne, oui. C'est ça. Donc, Oui. vous dites, il faut aider les pays les plus pauvres à se développer. Ça, c'est une chose. En même temps, il faudrait quand même que les plus riches se calment un peu sur la consommation, quand même. Oui. Mais oui, c'est absolument. Mais ça, c'est toute la difficulté dans les rapports Nord-Sud, c'est que les pays du Nord ont beaucoup dit aux pays du Sud, il faudrait que vous ralentissiez la croissance de la population chez vous. Et les pays du Sud disaient, oui, mais vous, si vous consommiez un peu moins, il y aurait moins de problèmes. Et donc, ça a été un peu un dialogue de sourds. Après, c'est ce que disait François Gémen, est-ce que jusqu'où les gens vont aller dans la sobriété des comportements, d'une part, et d'autre part, il y a une question alors plus technique, je trouve, qui est qu'est-ce qui est bien, quel est le bon comportement d'un point de vue environnemental. Et c'est extrêmement difficile. On nous dit, non, il ne faut pas prendre de l'essence, mais il faut l'électricité. Après l'électricité, il faut la produire, les batteries. C'est extrêmement difficile de savoir comment être vertueux dans le domaine. Donc là, il y a un vrai travail d'investigation et sans parti pris. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a souvent des partis pris qui font qu'on résume, on fait des courts-circuits dans les analyses. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, moi, d'essayer de développer les étapes, de dire s'il y a ça, ça veut dire ça, etc., de montrer un enchaînement logique. Je vais revenir vers vous tout à l'heure, mais il faut qu'on aille retourner justement au BRGM à Orléans pour rencontrer le nouvel invité. Bonjour Francis Garrido. Bonjour. Alors vous êtes chercheur géomicrobiologiste et directeur adjoint de la direction eau, environnement, procédés et analyse au BRGM. Et ensemble, on va s'intéresser à ce qu'on trouve sous nos pieds et qu'on a trop souvent tendance à oublier ou négliger. Je parle bien entendu des sols. Et alors, pour commencer, je voudrais faire le point. Quelle est la qualité des sols en France actuellement ? Alors, quand on parle de la qualité des sols en France, il faut déjà se rappeler que naturellement, dans les sols qu'on a sous nos pieds, il y a des éléments qui sont naturellement présents liés à la roche qui constitue la base de formation des sols. Donc, dans certains cas, on peut avoir des éléments comme des métaux ou des métalloïdes, ce qu'on appelle, qui ont des propriétés particulières, qui sont générés naturellement dans l'environnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fond géochimique
de nos sols. Mais bien évidemment, avec les activités humaines qui ont pu avoir lieu au cours des dernières décennies, que ce soit agricole, que ce soit industriel, on a pu générer un certain nombre d'accumulations de molécules, de contaminants dans les sols, qui peuvent être donc d'origine agricole comme liés aux intrants qui peuvent avoir lieu. Donc, du coup, on a modifié en profondeur par des approches de l'agriculture intensive Ouais. la ressource en sol et puis des sols. Et puis, au niveau des sites et sols pollués, il faut se rappeler qu'on a plus de 320 000 anciens sites industriels qui sont recensés, dont plus de 9 700 qui font l'objet d'une surveillance ou d'action des pouvoirs publics parce qu'ils sont considérés comme pollués ou potentiellement pollués. Ouais. Donc, en résumé, clairement, il y a eu une évolution avec un impact fort de l'homme sur la qualité des sols en France. D'accord. Comme ailleurs. 320 000 sites un peu partout en France, ça paraît énorme comme chiffre quand même. Alors, on parle des anciens sites, hein, donc Ouais. on parle du passé, hein, du passé industriel, le passé de l'activité en France. Donc, clairement, oui, ça fait beaucoup, mais c'est aussi la réalité et c'est un recensement qui est actualisé régulièrement. Donc, les chiffres peuvent bouger, que ce soit les chiffres des 320 000 ou des 9 700 que je vous ai donnés. Donc, si vous regardez ces chiffres dans 2 ans, peut-être qu'ils seront différents parce qu'on a plutôt tendance à en avoir plus d'identifiés liés à un inventaire historique D'accord. de notre passé. D'accord. Alors, vous parliez donc des polluants qui sont liés aux activités humaines, notamment à l'agriculture, et vous parliez des intrants. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un peu plus concrets de pollution et de polluants qui sont liés aux activités humaines, que ce soit agricoles ou industrielles? Bien sûr, dans le domaine agricole, alors je pense que le grand public entend beaucoup ça dans les médias où on est sensibilisé à cela. Donc, par exemple, l'apport de fertilisants azotés qui sont nécessaires pour la croissance des plantes. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle des intrants. Ce sont les amendements que doivent aussi apporter les agriculteurs pour pouvoir produire les végétaux et production agronomique. Les amendements peuvent être aussi des produits de traitement, hein, comme les phytosanitaires. Donc ça, c'est dans le domaine agricole. Et puis, dans le domaine de l'industrie, peut-être moins connu du grand public, eh bien, parce que c'est plus site spécifique, on va dire, c'est lié à l'activité industrielle ou d'activité économique qui a pu avoir lieu sur un endroit donné. Ouais. Donc, on va parler là de polluants, la plus grande quantité de polluants qu'on retrouve à l'échelle française, ce sont les hydrocarbures, suivis par les métaux qui peuvent être générés par l'activité industrielle. Vous avez quelques exemples d'hydrocarbures à nous donner, des noms, peut-être que ça peut nous parler? Alors, l'hydrocarbure, on va y retrouver comme ce qu'on peut retrouver dans des fuites de stations-service. Il ne faut pas oublier que dans les stations-service, on a des réservoirs qui sont souterrains. Donc, il peut y avoir, ou il y a pu y avoir eu des molécules qui ont pu s'échapper. Voilà. Et puis après, je peux vous citer aussi, alors c'est pas tout à fait un hydrocarbure, mais plutôt ce qu'on appelle un solvant chloré dans l'industrie chimique qui ont pu être déployées, enfin produites pour l'industrie du bâtiment, par exemple, pour produire des solvants. Et on a des molécules alors, qui partent des noms barbares, hein, comme dichlorométhane, les dichloroéthènes également. Donc, c'est des mots un peu barbares. Oui, hein, je suis désolé. Effectivement. Bon, en tout cas, il y a un véritable enjeu pour essayer d'éliminer ces polluants de nos sols. Et il y a quand même des polluants qui sont plus faciles que d'autres à éliminer. C'est le cas ? Alors oui. Alors je suis prudent dans la réponse parce que bien sûr qu'il y a des molécules. Déjà, quand on parle de remédiation ou de traitement ou élimination de polluants, il faut distinguer le monde des polluants inorganiques, donc les métaux métalloïdes, qui vont avoir le comportement qui va dépendre de leur degré, ce qu'on appelle d'oxydoréduction. Donc en fonction de leur état, ils vont être plus ou moins mobiles. Et puis on a des polluants beaucoup plus complexes. Et là, je vous rejoins dans la question des molécules plus complexes, qui sont souvent les polluants organiques, comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, les solvants chlorés, juste avant, solvants chlorés, les hydrocarbures, qui sont des chaînes moléculaires très complexes, mélangées de carbone, d'hydrogène, d'azote, de chlore, et qui sont des fois très complexes et très stables. Et c'est pour ça qu'on appelle ces polluants, ils peuvent faire partie des polluants organiques persistants parce qu'ils ont une stabilité considérable dans l'environnement et c'est pas sans nous poser des problèmes.
D'accord. Alors justement au BRGM, pour étudier un peu le devenir et le comportement donc de ces polluants, vous utilisez une plateforme qu'on appelle la plateforme PRIM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, à quoi elle sert plus concrètement? Oui, donc vous avez une partie de la plateforme Prime qui est derrière moi, qui est, c'est qu'une partie parce que ça représente une surface avec des équipements expérimentaux de plus de 1000 mètres carrés où on a des dispositifs qui nous permettent d'aller progressivement du laboratoire vers la vraie vie du site. C'est fondamental pour un scientifique, quand on est confronté à une problématique un peu complexe, de pouvoir caractériser finement, comprendre finement les mécanismes, déjà à petite échelle, dans des conditions très contrôlées, puis complexifier les choses. Et donc la plateforme Prime nous permet de passer à une échelle métrique jusqu'à une échelle plurimétrique que vous avez à l'écran. Donc c'est le plus grand réacteur qu'on a dans notre plateforme Prime. Et il faut savoir que cette plateforme est unique en Europe puisqu'elle nous permet de faire des essais en conditions contrôlées avec des volumes pouvant atteindre jusqu'à 150 mètres cubes. Donc on est proche de la vraie vie pour étudier les migrations en profondeur comme en mouvements latéraux. D'accord. Alors tout à l'heure on parlait plutôt des pollutions à l'échelle locale autour par exemple d'une industrie voilà, ou à l'échelle d'un champ, mais ces pollutions ont finalement un impact plutôt à l'échelle nationale. Enfin je veux dire ça peut s'étendre et avoir des conséquences aussi sur nos ressources en eau, c'est bien ça? Oui, alors c'est tout l'enjeu effectivement aussi lié à la ressource en eau souterraine parce que bien sûr déjà la pollution des sols peut nous emmener une exposition de l'homme en direct parce qu'on est dessus, on vit dessus, mais en plus il faut savoir qu'en France les 3/4 de notre eau qui arrive au robinet provient des ressources en eau souterraines, donc de l'eau qu'on ne voit pas et pourtant elle est essentielle dans notre quotidien et toute la pollution qu'on accumule dans les sols peut à un moment donné être transférée et se retrouver dans les eaux souterraines et du coup impacter un territoire, une zone, une masse d'eau, ce qu'on appelle, qui est très large, qui peut être très impactant sur un territoire donné, bien au-delà du site sur lequel on a les contaminants qui s'accumulent. D'accord. Très rapidement, avant de conclure, je voudrais quand même me donner un petit message d'espoir et donc évoquer des solutions qui sont mises en place pour dépolluer nos sols. Et je pense notamment aux solutions qui s'appuient sur ce qu'on trouve, à la richesse de la biodiversité qu'on trouve dans le sol. En quoi consistent ces techniques de dépollution ? Alors, une des originalités de nos travaux, effectivement, sont basées sur l'utilisation, c'est pas la seule approche qu'on développe, mais je peux souligner celle-ci, utiliser le rôle du vivant qui est présent sous nos pieds, dans le sol, et y compris à grande profondeur. Très peu de gens en ont conscience, mais on a des micro-organismes présents dans le sous-sol qui peuvent jouer un rôle déterminant pour, par exemple, casser les molécules, transformer le polluant pour le mettre dans une forme qui est plus facile à récupérer, voire moins nocive pour l'homme et pour l'environnement. Et donc, nous, notre savoir-faire, c'est d'aller parfois sélectionner des micro-organismes d'intérêt dans l'environnement pour les utiliser dans les dépollutions. Et on a pu le mettre en œuvre sur un certain nombre de sites qui nous permet aujourd'hui, par exemple, de stimuler la biomasse bactérienne qui est naturellement présente dans ces sols pour utiliser la nature, finalement, pour dépolluer naturellement le site sans faire des efforts trop importants à notre niveau. Très bien. Eh bien, il existe des solutions. On va retenir ce message. Merci beaucoup, Francis Garrido. Et puis, je vous propose de retrouver Fred en plateau. Merci. Anna-Maria Raymond, à l'hygiène, vous ne cartographiez pas encore les sites pollués? Non, c'est pas une des missions de l'hygiène, mais dans notre laboratoire, il y a des travaux de recherche qui, à partir des textes, c'est des projets, la mémoire des sites pollués, où à partir des textes, l'objectif c'est de cartographier, à partir de cartographier ces sites pollués. Donc on analyse les textes d'une manière C'est-à-dire, automatique. vous regardez dans quoi? Dans le passé? Il y a des textes qui existent, qui décrivent des sites pollués, etc. Et donc, il y a des chercheurs qui travaillent sur ça. Donc, c'est l'analyse du texte pour identifier les sites pollués.
Jacques Verron, je sais que vous êtes démographe, vous n'êtes pas spécialiste forcément des pollutions, mais vous voyagez beaucoup. On parlait tout à l'heure de l'Inde. Est-ce que vous pensez qu'il y a une conscience écologique aussi qui se développe au niveau international, ou est-ce que c'est ici? Je pense qu'il peut y avoir une conscience écologique, mais je pense que les gens n'ont pas le choix. Beaucoup de gens n'ont aucun choix. Et je m'intéresse à la question des catastrophes naturelles. Et je me souviens d'avoir parlé avec des gens sur la place des villages, dans un endroit frappé régulièrement par les cyclones. Et les gens disaient non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui. Ouais, oui. C'est pas de savoir si dans un mois il y aura un cyclone qui passera, c'est est-ce on a la sécheresse aujourd'hui. Et donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les choix procréatifs. C'est qu'en fait, nous, on choisit des choses. Je ne dis pas qu'on ne subit pas des contraintes, mais dans le monde développé, on effectue des choix. Dans beaucoup de personnes dans les pays moins développés n'effectuent aucun choix. Ouais. Donc, À partir de là... oui, après, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que dans ces pays, il y a beaucoup des points chauds environnementaux, des points qui sont sensibles. Donc, c'est effectivement ceux qui participent théoriquement le moins qui subissent le plus. Bon, c'est la justice climatique. Mais donc, effectivement, cette conscience, elle ne peut pas se traduire dans une mobilisation comme on peut l'avoir dans les pays plus développés. D'accord. Vous savez que la fête de la science, le slogan cette année, c'est le fil rouge, c'est Eureka, l'émotion de la découverte. Eh ben, ça va être notre moment émotion, Élodie. Alors pour cette dernière rubrique émotion, j'ai décidé de tenter de vous surprendre avec une recherche assez étonnante, et notamment c'est la méthode de cette recherche qui va probablement vous surprendre. Saviez-vous que le bruit particulièrement énervant qu'un moustique va faire le soir quand vous êtes dans votre lit, quand il se rapproche de vous, c'est un bruit qui est destiné à la reproduction? Eh bien, des chercheurs se sont demandé qu'est-ce qu'il se passait si ce bruit était brouillé. Et ils ont essayé avec une musique de Skrillex, qui est une musique électronique particulièrement violente, pour voir ses effets. Et ils ont vu que les femelles moustiques mettaient beaucoup plus de temps à se nourrir, donc en fait ils se nourrissaient moins, et les moustiques se reproduisaient moins lorsque Skrillex passait dans l'air que lorsque la musique n'était pas là. Alors forcément, l'idée, ce n'est pas de vous dire de vous protéger en passant de la musique électro à plein volume, mais c'est d'essayer de comprendre ce qui, dans cette musique, a dérangé les moustiques et essayer d'utiliser ça. Alors bien sûr, les moustiques, on a envie de les arrêter parce que ça pique, mais dans les climats tropicaux, ils sont aussi responsables de la transmission du virus de la dengue. Et sans moustiques autour, le risque de l'attraper est beaucoup plus faible. Donc l'une des stratégies de prévention de ces épidémies de dengue consiste à trouver des moyens nouveaux de lutter contre les moustiques. Donc peut-être que Skrillex va aider. Et comme souvent dans cette rubrique, je vous ai présenté une étude un petit peu improbable, mais vous avez vu qu'elle avait quand même un vrai intérêt scientifique. Il y a plein d'études comme ça qui paraissent un petit peu farfelues, qui ont un vrai intérêt scientifique. Est-ce que vous avez, vous, à un moment dans votre métier de chercheur, un moment fort, une émotion, un eureka? Oui, c'est une émotion qui date un peu. C'est à l'époque où j'étais doctorante, toujours à l'EGN, parce que j'ai fait ma thèse à l'EGN. Donc, je travaillais sur l'appariement de données qui consiste à identifier des représentations de différentes bases de données géographiques et qui représentent la même entité du monde réel. Donc, par exemple, un bâtiment qui est représenté de différentes manières dans deux bases. Et donc, je travaillais déjà depuis quelques mois et j'avais misé sur une méthode automatique basée sur un algorithme, sur une méthode d'intelligence artificielle. J'avais commencé par mettre au point la méthode sur le papier en essayant de modéliser. Et puis après, j'ai commencé à implémenter. Et le jour où j'ai vu les premiers liens d'appariement, donc c'était une réussite et vraiment, ça m'a fait une émotion très forte de voir, voilà, ça fonctionne. Ça marchait. Le pari, même pour des cas difficiles, l'émotion était tellement forte que je me suis précipitée dans le bureau de mon encadrant pour lui dire venez voir les premiers résultats. Donc, c'est votre moment, Eureka. Voilà, tout à fait. D'accord.
Jacques Il y en Verron. a, il y en a eu d'autres. Mais, Ah bah voilà, vous avez de la chance, vous en avez plein, vous alors. en Un recherche. moment, vous travaillez sur les sciences humaines, ça doit tout le temps. Ça doit... Oui, alors c'est pas vraiment Eureka, moi, mais, Ouais. l'émotion, oui, je la ressens parce que quand je me promène dans la rue, je fais de la démographie. Et j'ai le sentiment, Vous comptez toujours, vous comptez toutes les personnes qui passent. en tout cas, je vérifie que ce qu'on dit est correct en regardant la réalité. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est cette espèce de correspondance qu'on peut établir entre des chiffres, entre une pyramide des âges, par exemple, Ouais. et puis ce qu'on voit dans la rue. On fait une pyramide des âges. C'est froid une pyramide des Oui, âges. c'est froid, mais quand on va au Japon, on voit en zone rurale, on voit que ça correspond à quelque chose. Oui. que- Ah, vous avez l'image oui, et je la devant vous. retrouve, dans la rue. Et ça, je trouve ça fascinant et stimulant. C'est le résultat concret de vos recherches que vous Oui, avez. et c'est une forme de correspondance, et je trouve qu'elle est Ouais. intéressante d'un point de vue de la connaissance, si vous voulez, entre quelque chose qui est très humain et puis des chiffres qu'on considère comme froids, mais qui finalement parlent et ont une certaine chaleur quand même. Bah oui, bien sûr. Alors, bah, écoutez, maintenant, destination le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA, centre de Paris-Saclay. Bonjour Christine Atté. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chercheuse au CEA en géochimie et géochronologie et vous êtes responsable du laboratoire de datation carbone 14 du LSCE. Alors ensemble, on va s'intéresser au permafrost, une sorte de bombe à retardement pour le climat. Alors évidemment, première question, qu'est-ce que c'est que le permafrost? Expliquez-nous ça s'il vous plaît. Alors, le permafrost ou pergélisol, comme on le dit en français, mais c'est vrai que le mot anglais est quand même celui qui prend de plus en plus de place dans nos discours, c'est un sol qui est gelé pendant au moins 2 années consécutives. Ils sont présents sur à peu près un quart de la surface des terres émergées sur l'hémisphère nord. Ouais. Ça représente 25 millions de kilomètres carrés. C'est une très très grande zone entre la Sibérie, l'Alaska et le nord canadien. D'accord. Alors, une des inquiétudes des scientifiques, c'est que ce pergélisol fonde, mais pourtant c'est un processus naturel, ça. Alors, pourquoi il y a tant d'inquiétudes finalement? Effectivement, c'est un processus naturel. La couche supérieure, que l'on appelle la couche active des permafrosts, fond de façon régulière tous les étés ou parfois un été sur 2, mais de toute façon, c'est effectivement quelque chose de naturel. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique que l'on subit actuellement, ce n'est plus que cette couche active qui est concernée. En tout cas, elle n'a plus la même épaisseur, elle est beaucoup plus profonde. Et ce qui fait peur, c'est que les stocks de carbone qui sont préservés en dessous de cette couche active sont maintenant soumis à des capacités de désintégration, de décomposition, qui vont contribuer à une augmentation des gaz à effet de serre comme le CO2, le CH4, voire même le protoxyde d'azote. On a à peu près 1700 gigatonnes de carbone qui sont compris dans ces permafrosts. C'est plus de 2 fois ce que contient l'atmosphère. Et donc forcément, s'imaginer que ces 1700 gigatonnes puissent arriver dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui fait peur. D'accord. Alors là, on parlait de carbone donc, qui est enfoui en profondeur. Comment on passe du carbone à obtenir du CO2 dans l'atmosphère? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça bien précisé? Alors, les sols, hein, quand ils dégèlent, il y a une partie de ce qu'ils contiennent qui s'effondre et part dans le réseau aquatique qui est autour des permafrosts. Les permafrosts, il faut l'imaginer dans un paysage qui est extrêmement aquatique, plein de zones humides, des lacs, des petits cours d'eau et des tourbières. Donc, quand le permafrost fond, on a l'intérieur du sol, c'est ce qu'on a vu sur les images jusqu'à maintenant, qui s'effondre. Ouais. Et donc, avec lui, toutes les molécules organiques qui sont pleines de carbone, qui partent et arrivent dans le réseau aquatique. On a une partie de la décomposition de cette matière organique qui se fait juste au moment de l'ouverture du sol, avec la lumière. C'est une décomposition qui est plus physique que biologique. Et puis, par la suite, il y a une consommation de ces molécules extrêmement énergétiques par les micro-organismes qui existent dans les cours d'eau. Et quand les micro-organismes des cours d'eau consomment cette matière organique, il y a une partie qu'ils utilisent pour eux-mêmes, pour fabriquer leur constitution,
leurs éléments constitutifs, mais il y a une partie qui est respirée et c'est ça qui se transforme en CO2. D'accord. Et alors, ce CO2 qu'on retrouve après dans l'atmosphère, est-ce qu'aujourd'hui il est pris en compte dans les scénarios sur le réchauffement climatique? Alors, malheureusement, les permafrosts, comme d'autres écosystèmes un peu particuliers, comme les zones humides non froides, ne sont pris en compte que partiellement dans les modèles climatiques. C'est-à-dire qu'avec le système qui a été choisi de mettre en place des trajectoires, c'est-à-dire on demande aux économistes de préciser des scénarios économiques et on voit ce que ça va donner sur les écosystèmes. Les permafrosts font effectivement avec la modélisation climatique. Par contre, tout ce qui est émis sous forme de CO2 et de CH4 n'est pas réinjecté dans les calculs. C'est quelque chose qui va être pris en compte dans les simulations futures, mais n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Alors, tout l'enjeu, c'est de réussir finalement à quantifier la part de CO2 qui est produite par les micro-organismes et qui vient des profondeurs. Comment on fait ça? Comment on peut réussir à quantifier cette part-là? Alors, pour ça, on joue sur une qualité particulière de ce carbone des permafrosts, parce que le carbone des permafrosts, il est enfoui dans les permafrosts depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, ce qui fait qu'il est très vieux. Et le fait qu'il soit très vieux fait qu'il contient très peu de carbone 14. Et cette très faible teneur en carbone 14 permet de le distinguer du carbone qui peut, lui, résulter juste d'une photosynthèse et d'une feuille qui serait tombée dans le réseau aquatique et qui servirait, elle aussi, de nourriture à des petits animaux aquatiques ou de la photosynthèse directement par les algues dans les systèmes aquatiques. Donc, en fait, ce que l'on fait pratiquement, c'est qu'on échantillonne tout ce qui est source de carbone dans ces réseaux aquatiques dans les hautes latitudes, sous forme de carbone organique dissous, sous forme de carbone organique particulière. On l'emmène dans le laboratoire, on transforme en carbone graphite ou une autre forme qui nous permet de le mesurer et après d'en déterminer la teneur en carbone 14. On a un mélange entre le carbone 14 qui est très ancien, du moins la faible teneur en carbone 14 qui est ancienne, qui vient du carbone permafrost, et puis du carbone 14 moderne qui vient de l'atmosphère. Et en regardant ce mélange, on peut déterminer quelle est la part qui vient du permafrost. D'accord. Alors, vous avez travaillé dans une région particulière, la région Yakoutie, au nord-est de la Russie, et là, vous avez obtenu des résultats inattendus, justement, sur cette part de CO2. Alors, effectivement, avec des collègues d'Orsay et de Toulouse, il y a un très grand projet qui est porté d'ailleurs par les collègues d'Orsay, qui est sur la Yakoutie et qui essaie de déterminer comment fonctionnent les lacs et les zones aquatiques dans ce grand nord. Et on s'est rendu compte, avec les tout premiers résultats, que ce que l'on pensait être des lacs non plus actifs, dans le sens où ils ne devaient plus recevoir beaucoup de carbone de permafrost, n'étaient effectivement plus actifs, mais que des zones que l'on pensait ne pas encore être actifs étaient déjà actifs. Donc on a un mode de fonctionnement beaucoup plus compliqué que ce que l'on pensait initialement. Et d'ailleurs, la compréhension de la dynamique de formation de ces lacs est encore une science qui débute. D'accord. Et est-ce que ces résultats, finalement, remettent un peu en cause les scénarios du GIEC sur le réchauffement climatique, etc.? Ça ne remet pas en cause. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les processus n'ont pas encore pu être intégrés dans les modèles climatiques parce qu'on ne les connaît pas encore très très bien, tout simplement, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un plutôt de laboratoire plus que de la modélisation. Ouais. Mais il est certain que quand ces processus pourront être intégrés dans les modèles, on aura des choses qui seront plus précises parce que les rétroactions complètes des écosystèmes auront pu être intégrées. J'espère que les scénarios pessimistes, les plus optimistes des scénarios ne sont pas finalement trop optimistes et qu'on ne se dirige pas vers des choses encore plus catastrophiques que ce qu'on voit déjà dans les simulations. D'accord. Alors là, on parlait du cas du CO2, mais il y a aussi d'autres gaz à effet de serre et qui ont un pouvoir même peut-être plus important qu'il faudrait prendre en compte. Je pense notamment au méthane.
Est-ce que ça, vous l'étudiez aussi? Alors on l'étudie aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué de notre point de vue, c'est-à-dire pour pouvoir mesurer les teneurs en C14. Il y a peu de laboratoires au monde qui sont capables de le faire. Et donc nous, on étudie plutôt le CO2, mais dans le cadre du projet dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement étudié. Et un autre aspect qui est plus compliqué sur le méthane, c'est qu'il n'a pas forcément une émission permanente tout au long de l'année et qu'il faut pouvoir le capter à des moments précis. Notamment quand les lacs sont couverts par la glace, il y a des petites bulles qui se concentrent en méthane et qui peuvent être échantillonnées. Les analyses ne sont pas encore tout à fait faites. D'accord. Bon, alors là, on parle des gaz, évidemment, on voit moins, on ne les voit pas, donc on ne voit pas les conséquences de la fonte de ce permafrost. Mais en fait, le dégel a quand même déjà des conséquences en cascade sur les habitants, sur les personnes qui vivent dans ces zones-là. Quelles sont justement ces conséquences? Oui, parce qu'effectivement, le permafrost, en plus d'avoir pour nous le service de stocker du carbone qui était piégé là depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, il a aussi un très fort service rendu aux populations pour les infrastructures. Le fait que cette glace qui est très rigide fonde et que le sol finalement s'effondre a un impact certain sur les infrastructures. Les routes s'effondrent, les maisons s'effondrent. Et on n'ose pas imaginer ce qui peut se passer pour les oléoducs qui vont inévitablement se casser et qui déjà se cassent et qui répandent tout le pétrole qui passe au travers. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Christine Atté de nous avoir apporté toutes ces explications et de nous avoir fait comprendre l'intérêt d'étudier le permafrost. Merci beaucoup et on retrouve Fred en plateau. Oui, merci beaucoup. On va parler maintenant des sciences participatives au service de l'environnement. Avec vous, Anna-Marie Raymond. Vous avez, pour l'IGN, développé un projet qui s'appelle Paysage. Vous allez nous dire plus en détail, mais ça consiste à suivre, d'une certaine façon, l'artificialisation des sols. Pourquoi vous avez fait appel à des citoyens ou d'autres personnes extérieures à l'IGN ? Oui, donc en fait, l'objectif de ce projet, qui était un projet européen qui s'appelle Landsens, donc, était de mettre en place des observatoires citoyens pour le suivi de l'occupation de sols. Ouais. Donc en France, on s'intéresse à l'artificialisation des sols, qui est devenu aussi un axe majeur, puisque l'artificialisation des sols, on sait que ça a un impact très important sur l'environnement, et c'est aussi la cause des eaux et puis bien sûr. Voilà, c'est aussi la cause de la perte de la biodiversité. Donc dans ce contexte, et aussi en 2018, il y a eu le plan de la biodiversité qui a été publié par le gouvernement. Ouais. Et parmi toutes ces actions, il y avait l'action numéro 7 qui était de produire un état annuel de la consommation des terres et aussi de publier des données transparentes et comparables entre les territoires. Parce qu'avant, vous le faisiez tous les combien et quelle périodicité? Pour l'occupation de sol, il y a différents types de données. Donc, par exemple, à l'IGN, on produit des millésimes tous les 3 ans. Au niveau de l'Europe, il y a ce qu'on appelle les données Corinne Landcover qui sont disponibles tous les 6 ans. Donc maintenant, ça ne suffit pas. Donc, donc tous les ans. Donc là, vous vous dites, on va faire bosser les citoyens. C'est ça. En fait, on est dans un esprit de co-collaboration, co-construction, et aussi coproduction de l'information géographique. C'est un des axes qui est mis en place à l'IGN depuis 2018 et qui est devenu un axe majoritaire actuellement. Donc, dans ce contexte-là, l'idée était de savoir, est-ce qu'on peut construire un observatoire, est-ce qu'on peut mobiliser des contributeurs autour de cet observatoire, et quel type de contributeurs? Alors d'abord, qu'est-ce qu'il devait faire? Donc il y avait 2 tâches, une tâche de validation et une tâche de classification. De quoi? Et concrètement, il allait sur le terrain? Oui, il y avait donc pour la validation, donc on avait des partenaires de Landsens. Oui, mais la validation, vous avez des images satellites à l'IGN.
et vous regardez une banlieue d'une ville ou une ville, et puis vous dites « Ah, tiens, il y a un petit changement là, il y a un bâtiment là qui n'existait pas avant sur nos Vous avez une intelligence artificielle, c'est ça qui repère tout ça, mais seulement vous ne savez pas ce qu'il y a forcément dans le bâtiment. Il faut aller sur le terrain. Voilà, concernant l'usage, on n'a pas l'information de l'usage. D'accord. Donc, vous partez d'images satellites et quand il y a quelque chose de nouveau qui apparaît sur vos cartes, il faut que vous envoyiez quelqu'un. Donc, on imagine qu'il faut beaucoup de monde partout en France. Oui, tout à fait. Donc, on essaie d'assister en quelque sorte l'intelligence artificielle. Donc, on est capable de détecter des changements automatiquement entre deux périodes. Par exemple, à partir des images. Donc là, on utilise beaucoup les images sentinelles parce qu'on a une image sur le même lieu tous les 5 jours. Donc, ça aide à la fraîcheur de l'information. Et donc, mais là, ce sont des algorithmes assez récents qui ne sont pas parfaits. Donc, l'algorithme permet de détecter des changements, mais on ne sait pas l'usage de changement. Donc, par exemple, il détecte un bâtiment et par contre, nous, on a besoin de savoir quel est l'usage de ce bâtiment. Est-ce que c'est plutôt un usage résidentiel, un usage industriel ou commercial? Donc là, on a besoin de plus d'informations. D'accord. Et donc, notre idée était de lancer, d'organiser des campagnes de collecte, voilà, donc pour valider les changements détectés automatiquement. D'accord. Donc, vous avez lancé, grâce aux réseaux sociaux, une campagne pour recruter. Alors, ça s'est passé, cette expérience, sur Toulouse, c'est ça. Et là, alors, qui étaient les contributeurs? Qui est arrivé? Quelles étaient leurs motivations? Il y en avait beaucoup? Oui, donc on a mis en place tout d'abord une plateforme qui s'appelle Paysage. Oui. Donc 2 outils. Un outil web, donc on pouvait contribuer en face au bureau, devant un ordinateur, et un outil mobile aussi qui nécessitait d'aller sur le terrain. D'accord. Donc la validation, donc on demandait pour chaque changement, est-ce que oui ou non il y a un changement, et s'il y a un changement, de dire le type de changement. Et donc, nous avons, parce que c'est un projet d'innovation et de recherche, donc en partant de la littérature qu'on connaît sur la mise en place de différents observatoires, on a essayé de mettre en œuvre de faire des hypothèses, puis de mettre en œuvre plusieurs idées qu'on avait, des observatoires, avec des campagnes plus longues, des campagnes plus courtes. Et donc, on a organisé ce qu'on appelle des cartes parties. Et on a identifié différents types de contributeurs. Donc des contributeurs citoyens, donc qui ont un profil, donc des citoyens qui n'ont pas forcément des connaissances sur l'occupation de sol, sur le changement. Qu'est-ce qui les intéresse? Parce que en fait, leur travail, c'était, vous leur disiez, hop, faut aller voir là pour savoir quelle est l'activité, est-ce que c'est une zone résidentielle et tout. Pourquoi ils venaient? Quelle était leur motivation? Oui. Donc la motivation, ça peut être soit parce qu'ils sont intéressés par la thématique, soit parce qu'ils ont entendu parler de telle expérience, donc ils sont intéressés pour apprendre, pour voir comment ça fonctionne. Et beaucoup d'étudiants, on a essayé d'introduire en fait cette expérience. Non, c'est totalement volontaire, et on a essayé d'introduire cette expérience dans différentes universités, donc différents profils d'étudiants, donc en organisant des cartes parties. Et donc eux, ils sont intéressés. Donc la première motivation, c'est la formation. Parce que vous les formez notamment à l'artificialisation des sols. Tout à fait, à l'interprétation, à la photo-interprétation des images. Donc ils ont des cours théoriques et après, on leur propose cette expérience pour la pratique. Il y a aussi les gens qui voient construire un gros immeuble devant chez eux et qui ne sont pas très contents et qui doivent venir leur disant... Tout à fait, pour dire, il y a un changement ici. C'est vrai. Voilà, tout à fait. On n'a pas eu ce cas des personnes qui se sont plaintes voilà. Mais en effet, dans le collaboratif, ce qui marche aussi, c'est quand les gens sont concernés. Et beaucoup, soit parce qu'il y a un dysfonctionnement, soit parce qu'il y a une construction qui ne leur convient pas, etc. Donc, dès qu'on est concerné,
ça fonctionne. D'accord. Et on a aussi un autre profil de contributeurs. Ce sont les partenaires, en fait, les utilisateurs finaux de nos données. Qui Donc, sont qui? donc communes? ça peut être des communes, des collectivités locales. Oui. Là, dans notre cas, on a travaillé avec l'agence d'urbanisme de Toulouse. Hein? Eux, ils ont besoin des données plus fines, plus précises et à une échelle d'actualité. Donc, Hein? attendre 3 ans, des fois, ce n'est pas assez. Et à eux, vous leur donnez en Donc, échange toutes les données. Tout à fait. Donc, ils D'accord. Là, il y participent. a un échange. Et en fait, ce qui est très important aussi, c'est qu'en fait, ils sont partie prenante dès le début. On construit avec eux en fonction de leurs besoins. Mhm. Après, ils participent. Et D'accord. à la fin, ils peuvent partir avec Sur les cette données. opération, vous aviez reçu 7000 alertes de changement, 7000 alertes de changement, 400 000 photos. Quel bilan vous en tirez? Ça marche, les sciences participatives dans ce domaine? Oui, les résultats sont très, très encourageants. Ah oui. Et donc, parce qu'après, donc on a utilisé ces alertes pour voir est-ce qu'on peut en effet mettre à jour les données d'artificialisation des sols. Donc, nous avons mis en œuvre un algorithme qui permet, à partir de toutes ces alertes, qui permet de décider est-ce qu'on doit mettre à jour les données et si oui, quel est la nouvelle occupation du sol. Et donc les résultats sont encourageants, très encourageants, Ça vous parce a que aidé? parmi toutes ces alertes, 87% des alertes ont généré des mises à jour. D'accord. Et alors ça, c'est terminé, mais vous allez lancer aussi un autre projet là sur les chemins, juste pour conclure, sur les chemins de grande randonnée, c'est ça? Oui, en fait, on a à la fois d'autres projets et à la fois on lance d'autres projets. Donc là, pour les chemins de grande randonnée, c'est un autre type d'information collaborative. C'est qu'on ne va pas mettre en place un observatoire ou une initiative, mais par contre, on utilise l'information qui est partagée par différents utilisateurs, donc suite à des pratiques sportives, par exemple. Et nous, on utilise cette information-là pour définir un référentiel métier pour le secours en montagne. Donc, pour aider le secours en montagne à mieux localiser les victimes. Donc les randonneurs qui passent par des petits chemins, etc., s'ils veulent contribuer, ils vont sur le site, sur votre site, et disent voilà, il y a un chemin ici, je passe par là, et ça permet, ils décrivent le chemin, et ça permet au secours derrière de pouvoir intervenir. Tout à fait. Après, on a à la fois la trajectoire et à la fois la description de la trace. Et donc, nous, on fait tout ce travail d'intégrer cette information qui existe pour pouvoir aider le secouriste et leur fournir des données fiables. D'accord. Et vous bossez aussi beaucoup avec les pompiers, donc ça se développe beaucoup. On va partir en mer maintenant. Oui, pour observer justement l'impact des activités humaines, notamment dans les profondeurs. Donc, destination tout de suite, le centre de recherche de l'Ifremer à Brest. Bonjour Raphaël Essiano. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chercheur spécialisé en écologie du plancton marin à l'Ifremer. Et on va voir que les activités humaines ont un impact jusqu'à de très petits individus qu'on retrouve dans les fonds marins. Alors je parle bien entendu du plancton. Première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le plancton ? Oui, alors les planctons marins sont l'ensemble de tous les micro-organismes qui habitent dans tous les systèmes aquatiques et dont on distingue en fait parmi les planctons les phytoplanctons, ou ce qu'on appelle plus généralement les microalgues, qui sont des organismes photosynthétiques. Comme les plantes, en fait, ces micro-organismes sont capables de produire de l'oxygène et cet oxygène est utilisé par tous les autres organismes vivants en mer, mais aussi sur toute la planète. En fait, il faut savoir que les phytoplanctons contribuent à plus de 50% de la production primaire sur Terre. Autrement dit, sans les phytoplanctons, la vie dans les mers, dans les océans et sur Terre ne sera pas possible. Et donc, un impact sur les phytoplanctons a une répercussion sur toute la chaîne trophique. D'accord. Alors vous travaillez en particulier sur des sédiments dans lesquels on trouve ces planctons. Comment ils sont arrivés ici? Comment ils ont été piégés dans les sédiments? Alors, en particulier, moi, je suis pas le généticien, donc je m'occupe exactement de récupérer l'ADN ancien qui est stocké dans les sédiments marins.
Donc en particulier, je regarde en fait quelles sont les communautés anciennes qui sont présentes en fait à l'époque. Et ce que j'ai essayé de reconstruire en fait avec ces maquettes en fait qu'on a pu, que vous pouvez regarder ici, qui vient juste de la fête de la science qu'on a fait ici à l'espace des Capucins à Brest. On a reconstruit en fait les changements des communautés planctoniques suite aux pollutions humaines. D'accord, alors on va y revenir, mais d'abord je voudrais savoir, voilà, en étudiant le sédiment marin, jusqu'à quand on arrive à remonter en arrière? Alors ça dépend. Alors, il dépend de la longueur en fait de la carotte de sédiments qu'on prélève et de l'écosystème qu'on étudie. En fait, ça dépend du taux de sédimentation dans cette zone. Alors ici, un rat de Brest, on peut arriver à 9000 ans. Il y a 9000 ans, avec une carotte de plus ou moins 5-10 mètres, et avec une carotte plus ou moins d'1 mètre, 2 mètres, on peut remonter à 150, 200 ans. D'accord. Alors, ces carottes, vous allez les chercher donc directement dans les océans. Expliquez-nous comment vous procédez pour récupérer ces carottes et en extraire l'ADN. Oui, alors on va les récupérer avec des systèmes style carottier, donc on s'embarque, on prend des bateaux, on utilise en fait un carottier plus ou moins important selon les types de carottes qu'on veut prélever. Voilà, vous avez des images qui vous représentent ça. Ouais. Et ces carottiers en fait, et après embarqués, on prélève en fait ces carottes dans des troupes plexiglas, et dans ces carottes, après on les découpe en fait tranche par tranche, Ouais. et à l'intérieur en fait de cette partie, voilà, vous regardez, à l'intérieur de cette partie, on prélève l'ADN en fait qui est bien stocké et traité de manière à éviter les contaminations avec de l'ADN contemporain. D'accord. Et alors après, sur quoi vous renseigne cet ADN? Vous arrivez à savoir à quelle population il peut appartenir, c'est ça? Oui, c'est en fait on trace via un gène, en fait, un gène qui permet l'identification de cette espèce. Donc on peut essayer d'être assez exhaustif sur la diversité en fait de toutes les microalgues présentes, et nous permet en fait d'identifier taxonomiquement les espèces qui sont présentes par des approches qu'on dit des métabarcoding. D'accord. Alors là, vous avez mené un projet autour de Brest, c'est bien ça? Oui. Pour Oui, exact. étudier les populations de plancton qui sont présentes. Et vous avez donc cette magnifique maquette à côté de vous pour nous Ouais. présenter justement les résultats que vous avez obtenus sur ça. Et expliquez-nous un peu quel était l'objectif et Ouais. les résultats que vous avez obtenus. Alors l'objectif c'était d'essayer de comprendre en fait si la pollution humaine avait eu un impact dans le temps sur les populations de la rade de Brest. Donc ce qu'on a pu récupérer, donc cette maquette représente en effet tous les types de pollutions qui sont sur la rade de Brest, donc l'élevage, les pollutions urbaines, les pollutions agricoles, la pêche, etc. Et donc ça impacte en fait l'écosystème marin de la rade de Brest. Et à travers des carottes on va dire de 1 mètre et demi, en fait, on a pu reconstruire en fait dans le temps, de 1900 jusqu'à 2021, les pollutions de la rade de Brest. En particulier, vous voyez en fait, il y a une ligne noire là. Ouais, ça Alors représente cette quoi? ligne noire, et en fait, c'est les 1945. Donc on a pu retrouver en fait dans les carottes de la rade de Brest les traces de la pollution de la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Donc vraiment spécifiquement à cette période-là, et avec un pic de pollution énorme. Et suite à ça, il y a eu un autre type de pollution qui s'est instauré, en fait des pollutions plus liées à l'agriculture, au développement de l'industrie agricole, de l'activité agricole sur les territoires brestois. D'accord. Et quelle grâce- pollution on avait plutôt avant? On n'en avait pas trop, c'est ça? On n'en avait pas trop en fait, c'est pour ça qu'on identifie ça avec du blanc. C'était avant l'époque pré-guerre, en fait, il y avait moins de cette pollution. Bon, là, il est simplifié un peu, mais vraiment, il y en avait beaucoup moins. En fait, il a beaucoup augmenté après la 1945. Et suite à ça, on a pu associer à cette diversité, la diversité des microalgues dans les sédiments. Donc là, vraiment, c'est assez simplifié en fait pour la fête de la science. Ouais. Mais en fait, on peut voir qu'en fait, avant 1945, il y avait une communauté des microalgues qu'ici on a représentée par du vert, Ouais. et qui après 1945, cette population a pratiquement disparu. D'accord. C'est Et une autre qui la disparu. remplace. Exactement, il y a des espèces qui sont vraiment plus présentes actuellement dans les milieux marins de la rade de Brest, et d'autres qui sont apparues. D'accord. Et donc on parlait tout à l'heure en fait d'un changement irréversible du coup de la communauté microbienne locale, et qui a forcément un impact sur toute la communauté marine, en fait sur tout l'écosystème marin. D'accord. Alors là, c'est vrai qu'avec la maquette, on voit que c'est très net. Est-ce que dans la réalité, sur les carottes, vous voyez aussi comme ça un changement très brutal à partir de 1945?
Bah, c'est vraiment ça en fait. C'est très simplifié, mais c'est vrai que après 1945, des espèces ont vraiment disparu, vraiment pas présentes, et certaines vraiment n'étaient pas présentes avant. C'est vraiment un changement brutal, c'est vraiment un changement irréversible. D'accord. Et alors, donc, les polluants qui sont apparus après 1945, quelle action ils ont eu sur le plancton pour comme ça modifier, passer d'une population à une autre? Oui, alors certains traceurs en fait qu'on a pu trouver, comme les plombs, les mercures, les cadmium, les manganèses, en fait sont vraiment issus en fait des signaux des activités agricoles et industrielles, et ils ont très probablement eu un effet sur l'activité photosynthétique des microalgues. C'est-à-dire qu'on sait que ces types de métaux impactent la physiologie des microalgues et donc leur fonctionnement et leur activité, leur reproduction. Donc forcément, s'il y a plus de ces types des métaux, des contaminants, en fait, les microalgues ne peuvent pas se reproduire et ne peuvent pas se développer. Sauf certaines qui finalement, en fait, ils ont eu la capacité de s'adapter à ces milieux plus contaminés et plus pollués, comme celle que je vous montre ici, Ouais. et qui fait partie en fait de la communauté rouge que vous avez vue en fait dans la carotte. D'accord. Et elle s'appelle comment, celle-ci? Alors, celle-ci s'appelle, je vous la montre, en fait, c'est une impression 3D de cette microalgue. Elle s'appelle Alexandre minutub. C'est une espèce qu'on étudie beaucoup dans la rade des Bresse. C'est une espèce qui, effectivement, depuis 1945, elle est devenue très, très abondante et très dans la rade des Brest. Et malheureusement, c'est une espèce qui produit des toxines. Donc, c'est une espèce aussi dangereuse pour la santé humaine. Ces toxines sont accumulées dans les huîtres, dans les bivalves en général, enfin dans les moules qui sont destinés à la consommation humaine. Et si cette consommation en excès, l'homme a des problèmes au départ de type gastro-intestinal, et après, on a des problèmes au style même des paralysies, voire la mort, en fait, à cause de la paralysie du muscle cardiaque. D'accord. Alors moi je voudrais revenir quand même sur un point. Donc vous avez observé cette différence de population, ce changement de population, et vous avez observé aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de polluants, puis ensuite il y en avait beaucoup plus après 1945. Mais comment finalement on arrive à être certain qu'il y a un lien entre les deux? Alors, en effet, en fait, cette étude démontre juste une coïncidence de ces types d'observations. On n'a pas déterminé la cause-effet. C'est vrai qu'on n'a pas pu dire en fait à cause de ça il y a eu ce type de changement, mais comme je disais tout à l'heure, en fait on sait que ces types de polluants en fait elles ont un effet sur la physiologie des microalgues et sur leur activité, et donc on soupçonne en fait que c'est vraiment ces types d'activités des polluants qui ont causé en fait ces types de changements des communautés qu'on observe aujourd'hui. D'accord. Alors là, vous avez mené donc les études autour de Brest, donc à l'échelle très locale. Est-ce que vous avez prévu de le faire ailleurs? Oui. Alors en fait, on a très prochainement, je partirai pour la Nouvelle-Calédonie, on parlait tout à l'heure de l'Outre-mer, pour étudier spécifiquement l'activité minière en fait qu'il a eu en Nouvelle-Calédonie, donc et l'impact de l'activité minière sur les communautés microbiennes. Donc ce sera cette année. Et après, en fait, je développerai à partir de 2023-2024 un projet européen qui permettrait de faire des carottes similaires à celles-ci, mais dans toute l'Europe, de la Scandinavie jusqu'à la Grèce, et dans d'autres écosystèmes très fortement impactés par l'homme, à la fois dans des ports, par exemple, dans d'autres villes bombardées, et qui permettra en fait de contextualiser et de comparer les résultats de la rade de Brest avec d'autres écosystèmes et vérifier en fait, trouver des patrons généraux pour l'impact de l'homme sur les microalgues et la microbiologie en général. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Raphaël Essieno pour toutes ces explications, et félicitations pour cette très belle maquette, on a tout compris. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on Au revoir. retrouve Fred tout de suite. Très bien, et pour notre dernier duplex, nous partons maintenant au laboratoire reproduction et développement des plantes de l'ENS de Lyon pour retrouver Olivier Amand. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur à l'INRAE et vous travaillez sur les plantes, mais que faites-vous dans cette émission sur l'Anthropocène? Eh bien, il s'avère, vous ne vous êtes pas trompé de porte, il s'avère que vos travaux, vos recherches sur les plantes vous inspirent quelques réflexions sur le fonctionnement de nos sociétés. Vous faites un peu de philo aussi?
Du coup, ouais, un petit peu, c'est le vivant qui m'a amené dans cette direction-là. Mais en effet, quand on étudie les plantes, en fait, bon, déjà sur la question d'Anthropocène, hein, on dit toujours c'est une planète bleue, mais c'est aussi un monde vert. Ah Et oui, c'est un bah petit peu attendez, il y avait un chercheur d'Ifremer hein, juste avant, donc il vous dira que c'est une planète bleue vue d'en haut quand même. Non, juste une petite Oui. chose, avant de rentrer dans vos réflexions philosophiques, dites-nous ce que vous faites déjà, parce que c'est intéressant, vous travaillez sur les plantes et notamment sur ce qu'on appelle la proprioception, dont on pensait quand même que c'était réservé à des animaux ou à des humains. Exactement. Donc en fait, c'est une proprioception un petit peu au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, donc, la proprioception, c'est la perception du soi. Donc comment on fait pour se percevoir sa forme, ses déformations. Et en fait, quand les plantes croissent, elles perçoivent leur propre forme et leur propre changement de forme. Et ça, on a pu le montrer, donc nous et d'autres, hein, évidemment. Hein. Il y a Oui, l'équipe de Braun-Mouliat, par exemple, à Clermont-Ferrand, qui travaille aussi là-dessus. Et en absolument. fait, les plantes perçoivent les forces à l'intérieur des tissus et aussi les déformations. Et en fait, perçoivent ça comme des signaux, en fait, pour guider la croissance. Donc, elles sont en permanence... Elles perçoivent aussi s'il y a par exemple des événements extérieurs, du vent, des choses comme ça. Elles cherchent, on peut dire, elles sentent leur corps et elles corrigent. Exactement. Donc en fait, elles perçoivent les fluctuations internes Ouais, de croissance, mais aussi les ouais. fluctuations externes dues au vent, à la pluie, quelles que soient les sources. Et c'est là-dessus, ça c'est vos recherches. Exactement. Donc en fait, c'est sur la forme des plantes et comment les plantes arrivent à intégrer tous ces signaux, donc des signaux moléculaires, chimiques, mécaniques, pour contrôler leur forme. D'accord. Et donc ça nous amène où exactement? C'est que vous dites que finalement, elles ne sont pas dans la compétition. Alors, elles ne sont pas toujours dans la compétition. En fait, elles sont, en fait, les êtres vivants en général, hein, il n'y a pas que les plantes, Oui. sont beaucoup dans la coopération. En fait, c'est Mhm. vraiment une valeur clé dans le vivant. Donc ça, on l'a bien vu dans les forêts, sur les histoires des mycorhizes, des interactions entre les arbres, etc. Mais c'est vrai, en fait, pour tous les organismes vivants, il y a beaucoup de coopération. Et dans la coopération, un des aspects qui est intéressant, c'est que la performance individuelle n'est pas mise en avant. En fait, c'est la résilience du groupe qui l'emporte sur la performance individuelle. Ça, Et c'est ce ça, que vous, évidemment, il y a un message. ouais, ça, c'est ce que vous constatez en général dans le monde vivant que vous observez. Oui, alors c'est quelque chose qu'on voit très bien en fait quand on peut considérer les cellules des tissus, par exemple, donc les cellules dans un tissu de plante ou nos propres cellules en fait. C'est-à-dire qu'en fait les cellules vont faire que l'organe fonctionne bien, mais elles vont pas faire que elles fonctionnent bien en fait. Elles sont toujours un petit peu en dessous de ce qu'elles devraient faire. Elles sont plutôt sous-performantes pour que l'organe lui fonctionne à peu près bien. D'accord. Et ça on le voit en effet dans tous les êtres vivants. Hein. Vous parlez de la robustesse du vivant et cette robustesse, vous l'associez à des faiblesses, aux faiblesses. Oui, en fait, alors la robustesse. Je vais Oui, peut-être le définir juste pour dire. En gros, la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations de l'environnement. Donc, en fait, c'est une capacité à s'adapter et à toujours être adaptable, hein, quel que soit l'environnement. Et donc, on pourrait penser que on peut être performant et robuste, qu'on peut avoir les deux. Et en fait, quand on regarde les êtres vivants, en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, la robustesse souvent se construit contre la performance. Donc en fait, le vivant a trouvé une recette qui est un petit peu différente de ce qu'on peut imaginer, nous, dans nos sociétés modernes, contemporaines. C'est qu'en fait, le vivant utilise toutes ses fragilités, toutes ses faiblesses, toutes ses contre-performances internes comme une richesse pour créer de la robustesse. ah oui, d'accord. Oui, donc c'est un petit peu étonnant. Oui, Mais je peux développer. oui, je peux donner des exemples, en Oui, fait. Donc, donnez-nous des exemples. Voilà, alors un exemple, vu que je suis un végétaliste, je vais commencer par la photosynthèse, par exemple. La photosynthèse, c'est ce qui soutient la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre. La photosynthèse, son rendement, c'est moins de 1%. Donc Ouais. la photosynthèse est un processus qui est très 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 peu efficient, en fait, qui n'est pas du tout performant. C'est ce que vous voulez dire, Et c'est pas performant, d'accord.
Voilà, c'est pas performant. Oui, oui, quand je dis performant, hein, c'est Oui. efficacité et efficience, hein, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. C'est D'accord. ça, hein, être performant. Donc en fait, la photosynthèse n'est pas performante, mais par contre, elle est très robuste. En fait, ce qui a été sélectionné au cours des milliards d'années, hein, parce que c'est depuis 3 milliards d'années que ça existe au moins, la photosynthèse, en fait, c'est ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution, c'est l'adaptation aux fluctuations de l'environnement, les fluctuations lumineuses notamment. Et donc en fait, c'est pour ça que la photosynthèse est si peu efficiente, mais par contre, elle est très robuste. Elle est capable de vivre dans des tas de, enfin, elle est capable d'être là dans des tas d'écosystèmes différents, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Donc Mais ça c'est un exemple. ça s'appelle l'adaptation aussi, non? Oui, et même l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, C'est quoi la différence pour vous entre adaptation et voilà, adaptabilité? Pour moi, la grosse différence, c'est que l'adaptation, c'est comme si on était capable de prédire l'avenir. Donc c'est comme si on disait, pour nous, les humains, dans 30 ans, il fera 2 degrés de plus, et donc on sait exactement ce qu'il faut faire. Sauf que ce que nous dit l'Anthropocène, c'est que c'est pas seulement qu'il va y avoir 2 degrés de plus, c'est que l'environnement sera beaucoup plus fluctuant. Donc il y aura Oui. des tempêtes plus violentes, des canicules plus fréquentes, etc. Donc en fait, on n'est pas capable de prédire l'avenir. C'est surtout ça, en fait. Donc c'est ça l'adaptabilité, c'est de en fait garder des énormes marges de manœuvre pour pouvoir faire face à quelque chose qu'on ne peut pas penser aujourd'hui. D'accord. Et ça, le vivant le fait, ça. Ça, le vivant sait faire, en fait. D'accord. Donc nous, on devrait quand même essayer de tirer, comment dire, essayer des expériences du vivant que vous observez. C'est là, on va en venir tout de suite pour conclure quand même au lien entre ce que vous observez sur le vivant et notamment les plantes et nous les hommes dans l'Anthropocène. Dites-nous le Exactement. lien. Alors, la bonne nouvelle et peut-être la note d'espoir que je veux dire ce soir, c'est que ce monde d'après, qui en gros construit un progrès non pas sur la performance, mais sur la robustesse, donc ce qui est un changement radical, hein, c'est vraiment une autre façon d'habiter la Terre. En fait, ce monde-là, il est déjà là. Il y a déjà dans le monde social actuel des expériences qui vont dans cette direction-là. Donc, je peux lister par exemple l'agroécologie, par exemple. Ouais. Dans l'agroécologie, souvent, ce qu'on veut avoir, par exemple, c'est des rendements stables, mais c'est pas les meilleurs rendements. Mais par contre, ça va être des rendements des champs qui vont être capables de gérer des fluctuations d'environnement beaucoup mieux que l'agriculture dite conventionnelle. Par exemple. Mais je peux penser aussi à l'habitat participatif, par exemple, qui est un habitat qui est beaucoup plus robuste, parce qu'en fait, il est construit, créé, géré par les habitants eux-mêmes, avec des tas de propriétés émergentes très intéressantes, notamment des habitants qui prennent non seulement soin les uns des autres, mais aussi du quartier. Donc tout ça, c'est de la robustesse sociale, qui alors n'est pas forcément inspirée du vivant, mais finalement qui convergent sur les mêmes solutions. Donc vous dites qu'il faut davantage aller vers la robustesse et oublier un peu la performance. Absolument, et c'est la bascule du siècle, hein, pour moi. Ah ben c'est bien, mais c'est une super bonne idée, moi ça me remonte le moral. Hein. Tant mieux, parce qu'en fait c'est très engageant comme perspective. En fait, on va laisser tomber un monde, on laisse tomber le monde du burn-out, hein, très clairement. Donc en fait, c'est beaucoup plus engageant d'aller dans un monde de la robustesse. Et en plus, surtout quand on voit les personnes qui sont dans des projets comme ça, hein, je citais l'habitat participatif ou l'agroécologie, ils ont la banane, hein, parce que c'est vraiment le monde du futur et le monde qui va bien, quoi. Donc, vous êtes aux premières loges, vous observez du vivant robuste et non pas performant, vous les copiez. Vous êtes déjà robuste et non performant. En tout cas, il faut essayer. Super. Merci beaucoup. J'aimerais bien venir vous voir pour prendre un petit cours de philo et apprendre ce qu'on peut tirer du vivant et de votre laboratoire. C'est passionnant, Olivier. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, on arrive vers la fin de l'émission. C'est le tour du monde d'Élodie. Alors, l'initiative de diffusion de la science du jour vient d'Angleterre et elle s'appelle Soapbox Science. Alors, Soapbox, ça veut dire littéralement boîte de savon, mais c'est les petites plateformes, les petites boîtes de bois sur lesquelles les gens montent pour faire des discours improvisés. L'idée de cette initiative, c'est de permettre aux femmes scientifiques de pouvoir rencontrer le public sans qu'ils soient prévenus. Donc vraiment de leur donner la visibilité. Elles montent sur ces petites plateformes, elles racontent leurs recherches aux gens qui passent et qui s'arrêtent pour les écouter. Un petit peu partout, ça se passe dans les parcs, dans les plages, sur les plages, dans les marchés, sur les festivals, dans les centres commerciaux et bien sûr également dans les centres-villes.
Alors l'idée, c'est vraiment d'emmener la science au public et non pas l'inverse, pour pouvoir permettre à des gens qui soit n'auraient pas été intéressés par la science, soit n'y auraient pas eu accès, de pouvoir s'y intéresser, de pouvoir avoir accès à ces scientifiques et écouter tout ce qu'elles ont à raconter sur leur travail, sur leurs recherches. Cette initiative a fêté ses 10 ans maintenant, en 2020, et s'est exportée dans 14 pays du monde, comme l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Nigeria, les États-Unis, la Tanzanie, l'Allemagne, mais pas encore en France. Mais on ne sait jamais, espérons qu'un de ces 4, bientôt, vous pourrez rencontrer des femmes scientifiques dans vos villes. Merci Élodie, vous savez qu'on arrive au terme de cette émission. Un petit mot, vous participez régulièrement à la fête de la science, faire découvrir les sciences sociales, c'est important. Vous n'avez pas votre micro. Oui, je trouve ça très important. Je pense qu'effectivement, les gens sont beaucoup plus intéressés qu'on ne croit. Parce que quelquefois, on a l'impression d'être dans son petit cercle. Et en fait, dès qu'on a des occasions de parler avec les gens, ils s'intéressent réellement à toutes ces questions. Donc, Bien sûr. Vous rencontrez surtout, j'allais dire, dans votre vie normale professionnelle, des étudiants, sans doute, beaucoup. Non, enfin, Non moi, oui, je peux en rencontrer, mais je veux dire, j'aime bien le contact direct avec les gens au Salon du Livre ou dans différents cadres. Ouais. Et je suis toujours surpris par l'intérêt que les gens portent. Mais les gens sont curieux. Oui, hein. oui, les gens s'intéressent. Heureusement. Bah oui, C'est une note d'espoir, hein, parce Bah qu'on ouais, cherche des notes aussi, d'espoir. hein. Et pensez à être robuste et pas performant, hein, surtout. Oui, hein. oui. Et vous faites des sciences participatives, donc vous les prenez donc- par la main, les citoyens, vous. Tout à fait, nous sommes en contact avec eux. Après, ça fait partie de notre métier aussi de communiquer, de vulgariser nos recherches. Bah oui. Et on voit, comme vous dites, qu'on voit que les gens sont intéressés. Ça, c'est un bon signe. ouais. Et souvent, on dit, vous êtes chercheur, dites-nous qu'est-ce que vous faites. Donc, ils sont intéressés de voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de nouveau. Ah bah c'est super. Bon, eh bien, écoutez, pas d'énigme aujourd'hui, et pour cause, c'est la dernière émission, vous connaissez le principe, il y avait toujours un vidéaste qui vous donnait l'énigme, mais le lendemain, il vous apportait la réponse. Donc pas d'énigme aujourd'hui. En revanche, on remercie énormément tous ces vidéastes qui nous ont envoyé leurs énigmes, qui ont passé du temps à faire ces vidéos, et on vous encourage à aller tout simplement vous abonner sur leur site. Voilà, on va regarder tout de suite tous nos amis vidéastes qui sont passés cette semaine. Voilà, eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis tout au long de ces 10 émissions depuis le début de la fête de la science en métropole. Mais attention, la fête de la science n'est pas terminée. Ouais, ça continue du 5 au 22 novembre. Alors, à l'international, en Corse, en Outre-mer, donc en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, Moi, je en veux y aller, Guyane, hein. à Mayotte. Ah bah oui, on a envie d'y partir. Et sinon, on retrouve la fête de la science en octobre 2022. Je voulais aussi remercier tous les scientifiques qui ont été soit avec nous en plateau, soit en duplex toute la semaine. On en a eu plus de 60. Donc c'est énorme, tout le monde a participé à cette émission, c'est vraiment sympa. Merci aussi aux 14 organismes de recherche qui nous aident avec le ministère de la Recherche à produire cette émission et à préparer ces émissions. Donc tous les correspondants dans les organismes de recherche, vraiment un grand merci, ainsi que tous les correspondants au ministère de la Recherche. Merci aussi à toutes les coordinations régionales de la fête de la science. Merci aux partenaires CASDEN, EDF et Arte. Et puis, merci à tout le monde. Vous savez, c'est comme il ne faut oublier personne, mais j'oublie personne. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 10 jours. Merci aux équipes de VO Live et de l'Esprit Sorcier qui sont de l'autre côté du mur, dans la régie, et qui ont assuré cette semaine plus de 40 duplex. Voilà, merci à tous. Et puis, merci à vous. On se dit à très bientôt et vive la science. Hein, allez, ciao. À bientôt. Bye bye.